J'ai toujours pensé que le monde était un endroit sensuel. Alors que je le traverse, mes sens s'éveillent et je suis attiré par toutes sortes de choses. Pour moi, les villes sont d'énormes corps des désirs des gens. Et pendant que je cherche mes propres désirs en eux, je tranche le temps, voyant le moment. C'est le genre de travail photographique que j'aime. Je n'utilise pas un gros appareil photo. À la place, j'utilise toujours un appareil photo compact. Je photographie principalement dans la rue et cela ne met pas les gens mal à l'aise. C'est facile de photographier avec ça. Vous venez d'entendre un extrait de la vidéo YouTube produite par le Tate intitulée « Artiste Daido Moriyama in Pictures », dans laquelle on entend le célèbre artiste photographe japonais, utilisateur du Ricoh GR, nous parler de sa vision de la street photographie. Nous sommes le mardi 13 juin 2023 et vous écoutez l'émission spéciale Ricoh GR de la 6e saison du podcast « Faut pas pousser les ISO ». Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, cette émission spéciale et on va s'intéresser au Ricoh GR, le GR3 et son cousin le GR3X. Ces deux compacts experts plébiscités par les photographes de rue du monde entier sont l'aboutissement de presque 30 ans de développement. Avec notre invité, le photographe Tommy Kidd, grand spécialiste des GR en France, nous allons tout vous dire sur ces appareils, comprendre d'où ils viennent, qui ils sont et pourquoi ils ont une place si particulière dans le cœur de nombreux photographes. Et c'est parti pour cette 3e émission spéciale de la saison 6 du podcast. Benjamin, tu dois être particulièrement content aujourd'hui puisqu'on va parler de ton appareil de cœur. Oh, très peu, très peu. Non, je crois qu'on en parle souvent finalement à ces micros. Oui, mais alors là, on va vraiment en parler. Et je suis content qu'on puisse y consacrer une émission parce que cette série mythique le mérite. Et on va peut-être comprendre un peu plus pourquoi à l'issue de nos échanges, j'espère. Ouais. On a le plaisir d'accueillir Tommy Kidd pour la première fois à nos micros dans notre studio. Salut Tommy, comment ça va ? Bonjour à tous, merci, ça va bien. Alors, on vient d'entendre en ouverture de cette émission les mots du grand maître de la street photographie, Daido Moriyama, qui travaille presque exclusivement avec un Ricoh GR. C'est pas n'importe qui, ce monsieur, dans le game de la street photographie. Non, il commençait à être un petit peu connu. Non, mais il se surnomme lui-même le chien errant. Et quand on regarde ses photos, c'est vraiment l'esprit de la street photo incarné, en fait. C'est quelqu'un qui parcourt Tokyo et notamment le quartier de Shinjuku, pour ceux qui connaissent un peu, de nuit, avec effectivement le plus souvent un petit Ricoh GR et qui photographie ce qu'il a sous les yeux, le plus souvent dans des noirs et blancs, très charbonneux, très contrastés. C'est très particulier comme style de photo, pas forcément toujours accessible, pas toujours compréhensible, mais c'est sa patte. Et Moriyama, moi perso, je suis assez fan. Toi, Tommy, tu as eu la chance de marcher dans les traces de Moriyama et d'aller pratiquer ton art de la street photographie à Tokyo ? À Tokyo, non. J'aimerais bien, ça serait avec grande joie. Mais j'ai surtout beaucoup apprécié, j'apprécie surtout beaucoup ces images. Et je me souviens d'une installation à Arles. C'était il y a peut-être 5 ans, 6 ans, je pense, où il avait en fait dans le pavillon autre toute une grande salle baignée de lumière avec toutes ces images bien contrastées et ça rendait vraiment quelque chose de bien particulier et c'est vrai que surtout en noir et blanc ça donne vraiment une patte bien particulière et que j'adore aussi, quoi. Même si c'est vrai que moi je suis plutôt sur de la notion de couleur, mais la notion de le fait qu'il y ait du contraste assez fort, je m'y reconnais un petit peu là-dedans.
Alors, c'est quand même assez original, hein. D'habitude, Benjamin, quand on fait des émissions spéciales, on parle des dernières nouveautés qui viennent tout juste de sortir. Aujourd'hui, on s'intéresse au Ricoh GR. Alors, il y en a deux, le GR3 et le GR3X. C'est-à-dire, ces appareils, c'est pas vraiment des nouveautés. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque le GR3, lui, il est sorti en 2019 et le GR3X en 2021. Mais par contre, ces appareils sont toujours plébiscité, recherché par de très nombreux photographes. C'est incroyable cette longévité. Bah, c'est surtout un parti pris de résister aux sirènes marketing de la nouveauté à tout prix et de concevoir des modèles qui vont être usés jusqu'au bout, quoi. Et c'est plutôt une bonne chose, surtout par les temps qui courent, ça fait sens. Oui, ah bah, tout à fait. Mais de toute façon, après, je pense que c'est important de comprendre que un appareil photo, on s'en sert que s'il marche bien. Et c'est-à-dire par là que même si c'est un boîtier qui est sorti il y a maintenant quelques années, déjà son capteur déjà, est bon à la base et surtout, ben, l'ergonomie, elle est absolument exceptionnelle. Moi, je suis un peu geek sur les bords, donc j'aime bien les nouveautés, j'aime bien le matériel un petit peu. Mais pour ce qui est de la photo, en street, j'ai pas trouvé mieux, aujourd'hui, quoi, jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai toujours sur moi, sans aucun problème, quoi. Et puis à l'heure où on parle beaucoup de sobriété, de minimalisme, bah là on a un exemple parfait de l'appareil sobre par excellence, puisqu'on n'a pas de viseur, l'écran est fixe, donc on peut le critiquer sous tous les angles, mais on peut aussi mettre en avant du coup cette Mmh. approche qui peut être que n'importe qui peut s'approprier finalement, puisque c'est un outil. Je te rejoins, Tommy, dont l'ergonomie peut être peaufinée à sa sauce et franchement, après, c'est ultra kiffant à utiliser, quoi. Bon, on va avoir de toute façon l'occasion de développer tous ces aspects au cours de l'émission. Tommy, si tu le veux bien, je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Donc, tu es photographe professionnel depuis près de 30 ans. Tu travailles principalement dans la photographie corporate et institutionnelle, avec comme client, par exemple, la région Île-de-France, Pharmavance ou encore Aptifar. Parallèlement, tu es également associé et professeur de photographie chez Graines de photographes et membre des collectifs Fragments et Regards croisés. Et enfin, tu es naturellement ambassadeur Ricoh GR. C'est rare ça, les ambassadeurs Ricoh GR. Tu dois être assez fier quand même, hein? Bah, je suis surtout fier en fait d'être ambassadeur d'un boîtier, que j'aime et que j'utilise depuis, ben, vraiment des années puisque j'ai commencé avec le GR1, et il y avait même le GR10, mais surtout le GR1 que j'ai suivi au fil des années et c'est vrai que le jour où est sorti, le GR3, enfin le GR1D, GRD surtout, le GRD pardon, bah, c'était vraiment, un choix naturel que de continuer, avec, dans la lignée du GR. Quand tu parles du GR1, tu parles pas du GR sorti en 2014, hein, tu parles du premier Je parle du premier GR1. GR1 en argentique. En Voilà, on est d'accord. 1996, du Voilà, coup. c'est ça, ouais, Voilà. c'est ça et oui, oui, auquel j'ai adoré tout de suite et c'est vrai que ce 28 millimètres m'a suivi depuis toutes ces années, ouais. Et tu les collectionnes tous? Tu les as tous ou pas? Alors quasiment, quasiment, Qu'est-ce qui te manque? il manque le GR1V. Le GR1V, sorti en 2001. C'est le dernier en fait. Ouais. C'est le dernier. Bah, parce que tout simplement, bah, parce que je suis resté avec le GR1S et il me plaisait bien comme ça. Donc, ça, voilà, tout simplement. Et puis après, le GR1 est arrivé. Parce que là, tu parles du 28 mm, et du coup, tu as succombé au charme du GR3X qui est à 40 mm. Alors, pas encore. Pas encore, même si la focale du 40 m'a beaucoup impressionné puisque je l'ai eu en test et c'était vraiment impressionnant. Mais je compte bien en avoir un très bientôt. Voilà. Bon, affaire à suivre. Ok, voilà pour les présentations et l'introduction de cette émission spéciale consacrée au Ricoh GR. On attaque tout de suite notre discussion. Alors pour commencer, on va essayer un peu de remonter le temps jusqu'en 1996, donc année de lancement du premier GR en argentique, évidemment. Le concept depuis n'a pas beaucoup changé. Le GR1 était donc un appareil compact 35 mm professionnel, équipé déjà à l'époque d'une focale fixe 28 mm ouvrant à f2.8. Peu d'appareils ont finalement été lancés dans cette famille héritée du GR1. Au total, ce sont 4 modèles argentiques et 3 modèles numériques, avec les derniers en date, évidemment, le GR3
en 2019 et le GR3X en 2021. On vous propose d'écouter le témoignage de Hatsumi Masahiko, qui occupe le poste de Overseas Sales Section GR Division à la maison mère japonaise de Ricoh Imaging. Donc, il nous explique pourquoi, selon lui, le GR a traversé les époques. On l'écoute. Nous croyons que la base de la photographie est la photo sur le vif et que tout le monde a des moments à figer en photo. Le concept GR, qui permet de réussir ces images prises sur le vif, s'applique à tout âge et à toute personne. Je crois que le fait que le concept et la politique soient restés inchangés pendant 27 ans, depuis le GR1 sorti en 1996, est la raison pour laquelle ces appareils sont toujours reconnus comme une référence indémodable au fil des ans. Le fait d'avoir ce petit appareil photo vous permet de prendre conscience des précieux détails du quotidien. Le concept de GR est l'appareil photo pour la photo sur le vif le plus puissant de tous les temps. Nous considérons les 4 points suivants: haute qualité d'image, portabilité, réactivité et évolution pour atteindre cet objectif. Nous nous concentrons sur les fonctions et les performances afin qu'ils soient faciles à utiliser pour la photo sur le vif. En ce qui concerne le design, nous avons éliminé le superflu dans le but d'avoir un concept simple et fonctionnel dont les utilisateurs ne se lasseront jamais, quelle que soit la durée d'utilisation. We are always thinking about the future of the GR with Snapshot and GR users in mind. While we continue to hold on the concept and policies as mentioned, nous pensons toujours à l'avenir du GR, avec en tête la photo sur le vif et nos utilisateurs. Nous sommes toujours prêts à relever de nouveaux défis. Qu'est-ce qui profitera le plus à nos utilisateurs? La réponse est-elle le monochrome, le plein format ou autre chose? Nous envisageons diverses possibilités. Alors, il raconte plein de choses finalement très intéressantes sur ce boîtier. Tommy, l'histoire et le succès du GR, c'est assez hors norme à ma connaissance. Là, je ne vois pas quel autre type d'appareil photo numérique a cette longévité et surtout cette aura. Enfin, on peut quand même se poser une question. Est-ce que en 2023 aujourd'hui, le GR il est toujours dans la course? Oui. Déjà, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que le GR, c'est avant tout un boîtier qu'on puisse utiliser facilement. Ça veut dire que s'il n'a pas changé, c'est vraiment par rapport en fait, à l'ergonomie qui est vraiment... elle est exemplaire et ça veut dire elle est simple. Et surtout, c'est vrai que quand on dit aux gens j'utilise un Ricoh, alors les gens forcément en général ils se disent Ricoh, photocopieur. Une imprimante, oui. Bien sûr. Imprimante, voilà, Ouais. imprimante, photocopieur, ce que vous voulez. Et sauf que la division Ricoh photo, on voit bien que ce ne sont pas que des ingénieurs. C'est-à-dire qu'il y a des photographes derrière qu'on forcément dit, voilà, il faut une molette qu'on puisse jouer sur le diaph, il faut une molette qu'on puisse jouer sur la vitesse, il faut un bouton pour l'ISO, et voilà. Et après, on a les modes automatiques et tout. Mais ça reste en fait la base de la photo. ISO, diaph, vitesse, et c'est tout. Donc à partir de là, et c'est aussi pour ça que le boîtier, il n'a pas changé. Il y a eu des petits changements cosmétiques ou des petits changements de place par rapport à l'ergonomie. Mais sinon, vous prenez le GR1 ou alors vous prenez toute la série GR, c'est toujours les mêmes boîtiers. Et c'est ça aussi qui fait que ça a pérennisé le truc, c'est que à partir du moment où vous avez essayé une fois et à partir du moment où ça vous a plu, c'est difficilement justifiable de passer à autre chose si on retrouve en fait les mêmes fonctions et si la technique suit. C'est vrai qu'on trouve très facilement ces repères. Par contre, on peut se poser la question pour les primo-entrants qui vont mettre le nez dans les menus. Les menus peuvent paraître un petit peu austères de base, tu vois. C'est pas non plus les plus sexy du marché. Il n'y a pas vraiment de couleur. Enfin, faut mettre le nez dedans, quoi. Quand on met le nez dedans, on comprend. Et comme tu l'as dit, on sent qu'il y a des photographes derrière parce que les menus font sens. Mais il faut rentrer dedans, quoi. Alors, oui. Alors après, le truc, c'est que moi, en tant que prof photo, j'ai la possibilité de manipuler quand même énormément d'appareils, donc de toutes les marques.
Si vous prenez l'ergonomie d'un Panasonic ou d'un Olympus, je peux vous dire qu'un GR à côté, c'est du bonheur, hein. Parce que les menus, les sous-menus, chez Sony, les sous-sous-menus, c'est hallucinant. Alors que là, je veux dire, les menus, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, il n'y a pas des sous-menus. Oui, ça c'est vrai. Souvent, une ligne égale une fonction. Ça, c'est Exactement, vrai. c'est vraiment ça. Donc, en fait, après, le truc, c'est que je pense qu'un appareil photo, à partir du moment où on l'a, qu'on a la manette, si on part de la manette la molette de base P, qui est le mode programme, donc auto, quand vous passez ensuite à la suite, eh ben, vous êtes priorité vitesse, mode manuel, et c'est fini. Donc quand vous êtes en mode P, eh ben, de toute façon, vous êtes en auto, et si vous n'avez pas envie de rentrer dans les menus, vous ne rentrez pas dans les menus. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, et encore plus, étant donné qu'il est personnalisable à foison, c'est-à-dire que chaque bouton peut être personnalisable, ou alors il y a un menu rapide qu'on peut personnaliser, et ben à partir de là, on le met à sa main, si on a envie ou si on n'a pas envie. Donc c'est ça, je pense que moi, ça m'est arrivé de prêter mon GRD à des personnes, ou alors de mon GR à des personnes sans connaître vraiment le GR, juste parce qu'ils avaient besoin d'un appareil pour partir en vacances. Ça a pris 5 minutes pour expliquer, et puis après, c'était fini, quoi. Il n'y avait pas d'explication plus que ça. Alors, à part le fait de se dire, ah, bon, ben, c'est un 28 mm, mais on a tous des jambes, je veux dire, on s'avance, on recule pour cadrer Mais on plus a près ou aussi pas. tous des smartphones aujourd'hui avec des zooms de plus en plus. Exactement, etc. Donc, voilà. c'est ça le problème. Donc, entre c'est ça guillemets. aussi. Le smartphone, on regarde à l'écran. Bon, ben, là, le GR, on regarde à l'écran aussi. Alors, en tout cas, c'est un appareil qui est vraiment devenu iconique. Alors, entre autres, évidemment, grâce ou à cause de Daido Moriyama, c'est un appareil qui est original. Tout le monde n'a pas un Ricoh GR. C'est presque un appareil de connaisseur. Comment ça se fait, ça, que c'est devenu Je pense que aussi c'est spécifique? Alors, je pense que c'est avant tout demander un appareil de connaisseur, parce qu'il y a une communauté qui s'est vite créée autour. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis surtout, je veux dire, comme il n'y a pas, on va dire, d'évolution, de multi-évolution du boîtier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un GR qui est sorti avec un zoom, il n'y a pas un GR qui est sorti avec en bridge, il n'y a pas un GR qui est sorti. Donc résultat, ce que vous avez, vous faites avec. Et donc, vous apprenez avec. Et ça, et le fait d'apprendre C'est avec une vraie une focale école de la fixe, contrainte. Hein. C'est Oui, comme mais- l'apprentissage, effectivement, avec une focale fixe. Avec un Exactement, réflexe. c'est exactement ça. Très formateur. Mais moi, je dis toujours à mes élèves, c'est que quand vous partez en vacances et que vous avez un appareil photo, vous aurez toujours à un moment donné un moment où vous ne pourrez pas faire votre photo. D'accord? Parce que soit vous n'avez pas le zoom assez, soit vous êtes trop près, enfin peu importe. Bah, le truc, c'est que profitez du moment. Et que l'appareil photo, il est là pour faire des photos dans certains moments ou quand vous voulez. Mais il faut pas tomber dans le truc. Moi, j'ai des problèmes de dos au fil des années à porter des sacs photos. J'ai arrêté ça, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas se charger d'appareil photo, on ne peut pas se charger d'optique. On perd le plaisir. C'est surtout ça. Si on rentre le soir, on rentre dans sa chambre le soir en vacances, qu'on se dit oh, je suis rincé, j'en peux plus, bah au moins le GR, vous l'avez eu dans la poche, dans le sac que vous voulez, mais c'est pas lui qui va vous mettre le dos en compote, quoi. Et c'est certainement ça, hein, la réponse. Et la clé du succès, c'est l'appareil vraiment qu'on a toujours avec soi. À la fin, c'est un peu ça. Au-delà, on parlait du smartphone, c'est l'appareil à grand capteur qu'on peut toujours avoir dans une poche, littéralement, de pantalon, ce qui n'est pas le cas d'un système hybride, d'un système réflexe ou d'autres boîtiers mythiques à l'ère numérique. Il y a les Fuji X100 qui le sont tout autant, moi que j'aime beaucoup aussi, mais qui sont plus des appareils qu'on va porter au cou. Donc l'intérêt du GR, c'est vraiment sa compacité, sa légèreté, quoi. Bah, je pense qu'il faut vraiment avoir parce qu'on dit beaucoup, on a aujourd'hui beaucoup cette notion de compact, d'appareil photo compact. Là, de moins en moins, quand même. Hein. Oui, mais justement, cette notion d'appareil photo compact, ça, c'est un compact. Un Leica Q est un compact, mais il seul- faut voir mais- la gueule du truc. Il faut voir la gueule du truc. Ah oui. Un Fuji X100, c'est un Voilà, compact. c'est un compact. Mais vous c'est- prenez c'est pas l'un la à même côté de l'autre, catégorie. et voilà, vous ne le mettez pas dans la poche. Vous le mettez pas dans la poche. Il faut qu'il soit autour de votre cou ou dans un petit sac, ou autour de l'ombrière, mais ce n'est pas un compact. Ça, c'est un compact. Voilà. Alors, le passage du GR au numérique, il s'est pas vraiment fait en 2013, avec l'arrivée du premier modèle à grand capteur. Avant cela, Ricoh Imaging avait aussi imaginé, hein, évidemment sans mauvais jeu de mots, un concept d'appareil totalement novateur.
si bien qu'il était possible de changer le bloc capteur plus optique. Une véritable folie. Tu peux nous parler un peu de ce concept et de ce système qui n'a pas fait long feu, mais qui a le mérite d'exister, vraiment. Moi, ça a été j'ai eu les yeux qui brillaient quand il est sorti ce truc. Je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Alors, c'est donc le GXR. Voilà, alors l'idée du GXR, c'était quoi? C'était d'avoir un module appareil photo, enfin d'avoir une base. Boîtier. Ouais, une base. poignée avec des boutons. Voilà, une poignée avec des boutons. Et à côté, d'avoir en fait des modules optiques avec le capteur intégré. Et on changeait en fait les modules intégrés, les modules à chaque fois. Donc il y avait un 50 macro exceptionnel. Il y avait un 28, on retrouve le 28. Tout ça en APS-C. Il y avait aussi des plus petits Il capteurs. pouvait y aussi. avoir d'autres tailles de capteurs. Il y avait 24, C'était 70, l'originalité. ouais, c'est ça. Il y avait d'autres types de capteurs. Mais l'idée, c'était d'avoir à chaque fois un capteur associé à une optique. Résultat, le calcul en fait était bon. Ça veut dire que la qualité était vraiment propre à chaque capteur par rapport à l'optique. Et ça, j'avais trouvé l'idée exceptionnellement bonne. Est-ce que c'est pas sorti trop tôt finalement? Un peu comme la DxO One. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'état du marché, on se dit un truc comme ça aujourd'hui, c'est pas idiot quoi. Alors, c'était pas idiot, mais je pense que c'était peut-être trop par rapport en fait à la marque Ricoh même. Plus geek que geek quoi, tu veux dire. Ouais, peut-être. Ça allait un peu trop loin et je pense que surtout c'était vu que il y avait ce côté un peu confidentiel du Ricoh, sortir quelque chose qui sort complètement et à côté des autres avec tout le pléthore d'appareils qui sortaient à l'époque, c'était peut-être pas le truc, même si c'était un bon truc, hein, mais c'était tendu quoi. Tu les as ou pas? Je l'ai avec le 50. Tu utilises encore? Non, pas trop. Non. Mais j'aurais aimé que ça évolue, en fait. J'aurais voulu que ça évolue parce que... il y avait un modèle avec une bague Leica. Mais il y avait même un modèle avec un imprimante. Ah bon? Il y avait un module imprimante. Non, je l'ai pas eu. Tu branchais une imprimante? Il y avait une espèce d'imprimante qu'on pouvait mettre dessus. Il y avait une idée d'imprimante, ouais, c'est ça, ouais, je crois. Et il y avait même autre chose, je crois. Et je crois qu'il y avait même l'histoire d'un module en fait qui aurait pu se mettre au niveau d'un télescope ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais on a un peu une impression quand même de prototypes qui sont pour le coup là on part sortis dans un petit peu. Ah oui, c'est il y a un délire, mais c'est top, mais c'est bien d'aller vers ça parce que Et il y avait quand même aussi cette philosophie un peu issue du GR parce que c'était des appareils experts quoi. C'était pas vraiment conçu pour monsieur et madame tout le monde. Là, faut avouer que l'idée du GXR, c'était... On poussait un peu loin le bouchon, quoi. Faut avouer. Mais c'est bien de tenter des choses comme ça. Ça fait partie de l'histoire de la photo. C'est pour ça qu'on aime Ricoh aussi. C'est que... Petite pensée au Litro, petite pensée à la DxO One, petite pensée au comment il s'appelle, le Zeiss qui n'ira jamais ZX1. ZX1, oui. Oui, mais bien sûr. Mais ce sont des appareils, et c'est ce que fait Ricoh, des appareils un peu de niche, ce qui s'apprête à faire probablement en fin d'année avec cette annonce d'un appareil argentique quand même. Ouais. Donc c'est intéressant aussi de se positionner comme ça, un peu faire un pas de côté. D'ailleurs, est-ce que je peux faire un petit coucou en fait à Marcel Sfez de la boutique L'Instantané, qui n'existe malheureusement plus, mais qui a été en fait un acteur prépondérant dans l'histoire du Ricoh GR, parce que c'était un petit peu le lieu qui était dédié au Ricoh GR à l'époque. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai découvert le GXR, parce qu'il m'en avait parlé un peu avant. Et voilà, et puis là-dessus, et donc voilà, donc aujourd'hui, bon, il est à la retraite, mais c'était Boulevard Beaumarchais. C'était Boulevard Beaumarchais complètement, pas loin de Cercle Photo. Exactement, ouais, c'est ça. Une toute petite boutique, l'Instantané, mais c'était sacrée vraiment vitrine. Oui, c'est ça. Et donc c'était vraiment sympa, quoi. Eh ben, écoutez, la transition est parfaite. Puisque on va passer à écouter le deuxième témoignage. Alors on l'a un peu évoqué, hein, il y a vraiment une aura autour de cet appareil, une véritable communauté de photographes connaisseurs et passionnés qui s'est construite autour de lui au fil des années. Alors on a voulu savoir qui étaient aujourd'hui les utilisateurs de GR et pourquoi cet appareil est si spécial pour eux. Et nous avons demandé à Hervé Derderian, de la seule boutique spécialisée Ricoh au monde, qui se trouve à Paris, le Ricoh Imaging Square Paris, aux 3 rue Lucien Sampex, dans le 10e arrondissement. On l'écoute. Alors c'est vrai que le GR s'adresse à des gens passionnés
qui aiment le monde de la photo et surtout de la street, hein, puisque maintenant c'est un petit peu la mode depuis quelques années de faire des photos un petit peu en discrétion, avec des nouvelles façons d'aborder l'architecture, les comportements des gens, de la population, etc. Et ce produit-là est connu c'est un petit peu à travers les réseaux, hein. Donc c'est vrai que c'est un produit qui plaît beaucoup, de par sa compacité. On l'oublie. Il est avec soi, mais quand on en a besoin, on l'a. On sait que voilà, on ne ratera pas l'image qu'on souhaite faire. Ils veulent vraiment s'approprier ce produit et qu'il soit unique sur Terre, de différentes sortes, parce qu'on peut trouver, j'ai vu des clients qui venaient un petit peu, encore une fois, même de l'étranger, avec des accessoires que j'avais jamais vus. Donc ça veut dire qu'il y a tout un univers qui s'est créé autour du GR en termes d'accessoires, de customisation, de couleurs. Il y en a qui viennent avec des courroies spécifiques en cuir, d'autres avec des couleurs qu'on n'avait pas vues, ou même des accessoires qui ne sont pas vendus par la marque. Ils veulent vraiment s'approprier le produit comme si c'était un petit peu leur jouet, leur bébé, et surtout, il ne faut pas y toucher. Ils veulent vraiment que ce soit leur appareil photo, et avec leurs réglages, ils se l'approprient comme si c'était un ami, un copain avec qui ils partagent plein d'histoires dans leur vie de tous les jours, et il est là, il est toujours présent et il fait le boulot. Donc c'est vrai que c'est très, très sympa, et on parle plus d'objets, mais on parle plutôt de, je sais pas, il y a des sentiments, il y a plein de choses qui ressortent grâce au GA. Moi, personnellement, j'ai rarement entendu un témoignage comme ça, avec une relation aussi charnelle avec un appareil photo. Tommy, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette communauté de GRistes? Est-ce que c'est un phénomène français ou c'est un phénomène mondial? Alors, c'est un phénomène mondial, réellement. Ça veut dire que il y a pas mal de vidéos sur YouTube où on peut voir des rencontres partout dans le monde. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, au Japon, n'en parlons même pas, puisque c'est vraiment une communauté énorme. Il y en a beaucoup aussi en Allemagne, à Paris, il y en a aussi beaucoup. Aux États-Unis, pas mal aussi. Et d'ailleurs, quand j'ai fait des photo walks avec le Ricoh Square, ce qui était sympa en fait, c'est que déjà il y a eu pas mal de monde, et surtout il y a des personnes en fait de tous les horizons. Ça veut dire que il y a aussi bien des jeunes que des couples qui viennent en couple d'ailleurs, avec soit des boîtiers un peu plus vieux, soit avec le nouveau, ou des personnes en fait assez âgées. Mais c'est là en fait qui est intéressant. Et ce n'est pas que. Et d'ailleurs, je pense que c'est vrai que le Ricoh est estampillé, enfin le GR est estampillé pas mal avec la street photographie, mais c'est aussi un boîtier où on peut faire vraiment de la photo entre guillemets généraliste de manière très forte. Ça veut dire, et il y a un mode macro, Comme sur tous les compacts à grand capteur, hein, le voilà, mode macro est spectaculaire. et Hein, permet d'avoir spectaculaire. très faible profondeur de champ. On peut faire des portraits aussi. Hein. Exactement. JR avait fait tout un livre sur le 28 mm. Il en avait fait Voilà. tout un sujet. Bon, le 28 mm est une formidable optique à portrait. Et d'ailleurs, je loue le fait que Ricoh ait choisi cette focale du 28 mm et n'ait pas cédé en fait à cette notion de 35 mm. Le 35 mm, évidemment, en fait, est une focale bien particulière, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent. On dit oui, on aimerait bien un 35 mm et tout, parce que c'est la focale des reporters. Oui, Cartier-Bresson, 36 Voilà, c'est mm, ça. street Mais photo, c'est un peu des codes. c'est un peu des codes, voilà, c'est ça. Mais je pense que justement, ces codes-là font que le 28 mm vous permet d'avoir quelque chose qui est plus, on va dire, généraliste, entre guillemets. Plus universel. Plus universel. On peut un peu tout cadrer sans trop déformer. Voilà. C'est un peu, même par rapport au 24, Oui, on sent parce que le 24, ça déforme beaucoup quand même. Voilà, Pourtant, il n'y a que 4 mm, mais c'est quand même. Et quand est sorti le GRX, le 3X, pardon, avec un 40, j'ai dit Alléluia. Parce que c'est la focale naturelle. C'est l'œil humain. Et donc, c'est hyper intelligent d'avoir sorti en fait cette focale et donc pas d'avoir cédé au 35, puisque ça se rapproche quand même un peu plus, ou d'avoir été vers une focale encore plus longue. Bon, alors, c'était pas la peine. Hein. Mais non. Et d'ailleurs, je pense que c'est un gros succès. Hein. Ouais. Donc, non, il y a beaucoup de monde. Enfin, ça s'adresse à plus de monde qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. Voilà, je pense que c'est ça. Et c'est aussi pour ça que il est toujours là. C'est tout bête, hein, mais je pense que si jamais il marchait pas du tout, je pense pas qu'il continuerait, enfin, pour faire plaisir à 2 personnes, quoi. Comment ils font les nouveaux arrivants, les jeunes, pour
entendre parler de ce produit-là? Ça fait quand même plusieurs années qu'on voit ni Ricoh ni Pentax au salon de la photo. Dire comment on tombe sur le GR? Bah, le truc, c'est que au jour, on est quand même, enfin, en 2023, avec tous les réseaux sociaux, toutes les vidéos, tous les comptes Instagram et tout, on a vite fait en fait de tomber sur le GR à un moment donné ou à un autre. Et c'est bête à dire, mais si vous tapez par exemple meilleur compact ou compact de référence, machin, et ben, il est forcément dans le top. Il apparaît forcément à un moment donné ou à un autre. Donc on tombe forcément dessus. Et voilà. Et comme sa formule n'a pas changé, elle est toujours aussi bonne. Je pense que ça joue là-dessus aussi. Et puis la communauté fait que. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de tests qui ont été faits, même si ce n'est pas Canon, c'est pas Nikon, mais il y a toute cette notion de communauté et toutes ces personnes qui ont envie de dire ce petit truc là, ce petit machin, ce petit bloc noir là, et ben, il marche très très bien. Ah non, il y a une tribu de Ah oui, fervents adeptes complètement. qui Mais c'est- perdurent, qui subsistent. C'est ça, mais c'est pas sectaire. C'est pas. Non, mais ce que je veux dire par là. Précisons-le, c'est pas Oui, sectaire. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un club fermé. Je veux dire, on va pas sortir et on va pas regarder à côté, le mec d'à côté. Oh là, toi. Non, non. Moi, ça m'est arrivé en faisant des photos dans la rue, d'avoir quelqu'un qui vient de me voir hein, et me dire mais j'en ai un aussi. Et puis on va parler comme ça finalement, à parler de l'objet et tout, et de la photo surtout, quoi. Donc voilà, non, et puis c'est comme disait Hervé, c'est que oui, ça devient un peu cette espèce de petit truc qu'on aime bien. Moi, j'aime bien l'avoir en main, le tenir, l'avoir en truc. Voilà, c'est un compact, c'est pas un fidget, hein, mais bon, il y a ce côté, il est rablé, il est compact, mais en même temps, je veux dire, on l'a bien. On sent pas que c'est pas un truc, on va pas le lâcher par terre, hein, mais je veux dire par là, il y a quand même une masse qui est suffisante, sans être un truc trop léger, c'est pas un lomo, quoi. Donc voilà, on a un peu confiance. On va pas le lâcher par terre et puis on Non. va pas le trimballer trop sous la pluie parce que rappelons quand même à nos auditeurs qu'il n'est pas protégé contre les intempéries. Quand même. Non. Et il faut le souligner parce que Ricoh, par ailleurs, qui détient désormais Pentax, ce sont des réflexes, même en entrée de gamme, Ouais. qui sont bardés, protégés avec des joints dans tous les sens. Là, c'est pas le cas. Donc, on l'aime aussi pour ses défauts. Hein. C'est ça l'amour. Il faut savoir faire fi des Mais c'est défauts. ça aussi, c'est parce que chaque itération, il y a toujours eu après des commentaires derrière, fait oui, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu mettre un écran orientable, mettre un viseur, mettre ceci, mettre ça. Oui, mais la formule, en fait, l'évolution, elle est. En fait, je pense que l'évolution du GR, elle est un peu comme un firmware. Ça veut dire que on a sorti quelque chose, et après, au fur et à mesure, on voit comment ça marche, et on sort des petits trucs, histoire de le maintenir, qu'il soit utile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a tant de marques que ça qui sortent des firmwares régulièrement? Alors, de plus en plus, De plus soyons en plus, honnêtes. ouais. Mais tu as raison que historiquement, ça a toujours été dans l'ADN de Ricoh. Et par exemple, quand le GR3X est sorti avec une amélioration du mode snap ou de l'autofocus, etc., tout de suite, le GR3 a sa mise à jour de firmware Exactement. dédiée. Et ça, oui, il faut le souligner. Mais la tendance va plutôt dans ce sens-là et on s'en réjouit puisque les technologies hybrides le permettent de plus en plus. Alors, on va rentrer un peu plus en détail maintenant dans les entrailles de ces appareils. Alors, je le rappelle une nouvelle fois, GR3 sorti en 2018 et GR3X sorti en 2021. Ces deux appareils sont cousins et similaires sur presque absolument tous les points. La seule chose qui les différencie, c'est leur optique. Un équivalent, le Classico, 28 mm sur le GR3, la focale historique donc, et un équivalent 40 mm sur le GR3X. Alors on a déjà commencé à donner des pistes, mais voilà, est-ce que tu peux, Tommy, nous parler un peu de ces deux optiques, techniquement d'abord, et puis dans l'usage, après, évidemment. Déjà, tout simplement, le GR3, c'est avant tout un 28 mm, donc ça veut dire un grand angle, voilà, tout simplement. Mais un grand angle qui n'est pas trop grand angle, c'est-à-dire pas trop large non plus. Voilà. Ça veut dire que à partir du moment où vous êtes bien fixe, bien droit, vous n'avez pas les perspectives qui partent en l'air. Pas de déformation. Voilà, il y a des déformations, elle est très faible, même quasiment pas. Et ensuite, on a le GR3X, où là, on passe au 40 mm, qui revient à peu près à un petit télé, on va dire. C'est pas un 50, mais c'est un 40 mm, donc c'est plutôt la vue humaine. Et c'est pas mal parce que ça vous fait. On dit que le GR, c'est souvent en fait un bloc-notes.
Et ben là, on a un bloc-notes au grand angle et au petit télé. Et surtout, ce qui est bien avec un 40, c'est qu'on peut faire des super portraits avec. Toujours avec une ouverture à 2.8. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très bien. Et voilà, donc oui. On a Ouais. vraiment deux compléments super, quoi. On peut préciser que les deux ouvertures sont identiques pour Oui. le 28 et le 40, donc c'est un choix. Bon, on aurait pu imaginer un 28 f2 ou peut-être un 40 1.8, mais bon, Il était à après, 1.7 voilà. avant, et après, c'est vrai que quand il est passé à 2.8, il y a eu un ouh là là, machin. Mais il faut pas oublier qu'à partir du moment où c'est passé au GR3, avec le 28 à 2.8, le truc aussi, c'est que la montée en ISO était bien meilleure de par le capteur. Et donc ça aussi, je pense qu'il faut pas céder en fait au fait de la grande ouverture. Oui, il faut des grandes ouvertures. Puis il faut maintenir une certaine compacité aussi. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que nous, on aime beaucoup aussi à ces micros, les pancakes, si tu veux, dès qu'ils sortent pareil, des ouais, optiques un petit peu très compactes comme ça pour la street photo, pour les hybrides. On se réjouit, quoi. Pour se rapprocher d'un GR au maximum. Ah bah, il y a le nouveau 28 mm de chez Canon là, en RF. Ouais. Oui, par exemple. J'ai hâte de l'essayer celui-là. Oui, il y en a un chez Nikon aussi. Et... Non, C'est super. intéressant. Le GR, c'est pas forcément que ces deux focales-là, puisque il y a des compléments optiques. Ça fait quand même une paire d'années que j'ai pas prononcé ce terme-là. Des compléments optiques Oui. optionnels qui permettent de voir encore plus large ou de voir encore plus loin. Oui, complètement. Et surtout, c'est un. Alors moi, principalement, j'utilise en fait le complément grand angle pour de l'archi. Sur le GR3. Sur le GR3, oui. Ok. Attention, c'est pas un truc, un espèce de gadget en plastique et tout. Ça veut dire que le complément, il est aussi lourd, si Oui. ce n'est plus lourd, je Il y a crois. du verre. Hein. Ah oui, il y a du verre. Il est énorme, il est plus lourd. Le viseur qu'on peut mettre avec est très bien. Mais surtout, c'est une vraie optique, quoi. Donc on le met dessus, il y a vraiment une connexion qui se fait avec. Et c'est droit. Et ça permet d'avoir un équivalent 21 mm. Ouais, 21 mm, ouais, c'est Et ça. sur les GR3X, on peut pousser un petit peu la focale, monter jusqu'au 75 mm Voilà. avec le même système d'un Exactement. module optique qu'on vient positionner juste devant. Il y a une particularité aussi sur ces deux boîtiers, c'est la présence de filtres ND intégrés. Oui, c'est c'est bien ça. super rare ça, Ouais. dans les appareils photo en général, et puis dans les compacts encore plus d'une certaine façon. Alors Fuji en a, Canon aussi sur ses PowerShot G5X. C'est pas si rare que ça sur les RX100 en ont aussi chez Sony, pas tous, mais certains. Donc c'est pas si rare que ça. En revanche, c'est rarissime sur les hybrides, oui. Sur les systèmes réflexes hybrides, là c'est rarissime, on peut le déplorer. C'est vachement utile, c'est précieux. Mais après, est-ce que c'est possible sur un hybride ? On pourrait imaginer un truc dans le capteur. Ouais, ça. Parce que là, étant donné que le bloc, il est tout intégré, ça va encore. Enfin, je pense que le fait, mais sur un hybride, vu qu'on en change la focale, alors, peut-être que. Ah, peut-être pas. Ouais. Alors oui. Après, je pense qu'il faut expliquer aussi le fait que pourquoi est-ce qu'on aurait besoin en fait d'un filtre ND sur un compact, ou en tout cas sur un street appareil. photographie. En street photographie, par exemple, c'est par exemple tout simplement pour pouvoir, par exemple, utiliser des diaphes très ouverts quand il y a beaucoup de lumière. Voilà, tout simplement. Pour éviter en fait d'avoir trop de lumière. C'est-à-dire que même des fois à 100 ISO à f2.8, quand on veut utiliser f2.8, excusez-moi, je reprends ma pensée. Quand on veut se mettre à f2.8 et qu'on a énormément de lumière, même en se mettant à 100 ISO à la vitesse d'obturation la plus rapide possible, c'est encore too much, quoi. Voilà, c'est ça. Le problème étant que la vitesse d'obturation la plus rapide sur le boîtier n'est pas assez rapide en fait, parce qu'aujourd'hui il y a des obturateurs qui peuvent grimper au 16 millième ou au 32 millième de seconde, et là ça suffirait. Mais ces appareils-là sont trop limités, donc il faut un filtre pour couper la lumière et garder des temps de pause qui permettent d'avoir une bonne exposition en fait. Exactement. Il y a une approche aussi qui est très focale fixe avec ces appareils. Donc évidemment, il y a une focale fixe intégrée dessus, mais il y a des modes directement intégrés dans le boîtier par recadrage qui permettent de simuler les focales standards classicaux qu'on peut être amené à utiliser, hérité de la grande époque de l'argentique. Sur le GR3, on a un mode recadrage automatique en 35 mm, un second en 50 mm. Et sur les GR3X, on va retrouver un recadrage automatique à 50 mm et un autre à 70 mm. C'est vraiment utile, ces fonctions-là ? Alors oui, ça peut être toujours... en fait, le truc, c'est que la finalité d'un appareil photo, ça reste la photo.
Donc, si vous avez besoin d'avoir un cadrage plus serré, oui, ça reste utile. Alors après, vous pouvez dire, oui, mais dans ce cas-là, je peux très bien garder la focale de base et après recadrer en post-traitement. Oui, ok. D'autant plus qu'on perd des pixels quand on fait ça, hein, Et d'autant puisque plus la qu'on perd des définition pixels. est en Exactement, on baisse. réduit. Mais je pense qu'il faut aller dans l'idée que pour certaines personnes qui ne veulent pas passer par le post-traitement, tout simplement, ou alors qui n'ont pas un besoin après de faire des tirages, des grands tirages, eh ben, les pixels, le nombre de pixels suffisant est largement suffisant pour certaines personnes, tout simplement. Voilà. Donc c'est toujours. Et puis c'est comme tout, ça veut dire que on a cette possibilité, mais si on n'en a pas besoin, on le fait pas. Et on l'a évoqué aussi un peu tout à l'heure, c'est des boîtiers qui sont redoutables en macro. Oui, ça c'est. Ah oui, c'est. En fait, c'est ça qui est bien, et c'est là encore plus où l'écran externe est hyper important, c'est que d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui ont un GR d'essayer au moins une fois ce mode macro sur n'importe quoi. Sur des fleurs, sur des feuilles, sur juste simplement, après qu'il y ait de la pluie, sur une feuille avec des gouttes d'eau. Et ben, vous allez voir que vous allez vous découvrir un univers complètement autre, et surtout vous allez dire, ah tiens, c'est rigolo, je ne pensais pas que je pouvais faire ça. Et surtout, c'est super joli. Parce qu'on a vraiment ce flou d'arrière-plan qui est vraiment très beau. Merci le capteur APS-C quand même. Mais voilà, ça vous donne quelque chose qui est avec un beau flou d'avant-plan, un beau flou d'arrière-plan. Ça fait plaisir, quoi. Oui, puis ça change un petit peu si on est habitué aux optiques macro traditionnelles Oui. qui sont plutôt des téléobjectifs de manière générale. Là, le faire avec un grand angle, c'est vrai que ça offre des compositions assez insolites. Oui. Alors après l'optique, il y a évidemment le bloc capteur processeur qui là pour le coup est commun entre le GR3 et le GR3X et qui date de 2019 du coup. Hein. On retrouve un capteur APS-C C-Mode de 24 millions de pixels sans filtre passe-bas. Alors est-ce que Ricoh était précurseur en 2018 ou est-ce que finalement c'est le juste équilibre toujours valable encore en 2023 ? Bah, si on regarde le marché de l'APS-C en général, la réponse serait non, puisque depuis, il y a des capteurs APS-C plus définis et qui prouvent qu'on peut obtenir un équilibre tout à fait satisfaisant autour de la trentaine de millions de pixels, voire 40 chez d'autres. Néanmoins, pour cet appareil-là, sa compacité, la qualité de l'optique, etc., oui, 24 millions, c'est parfait. Rappelons que le GR2, par exemple, était à 16 millions. 16 millions, c'était peut-être un peu juste et on n'aurait pas pu tirer parti des modes de crop dont on parlait tout à l'heure. 24 millions pour un usage courant, pour faire des tirages, ma foi, c'est largement suffisant. Et le fait qu'il n'y ait pas de filtre passe-bas. Voilà, quoi ça sert ça ? Alors, en fait, c'est principalement, si je me souviens bien, par rapport au passage de la lumière pour éviter d'avoir des... C'est pour éliminer le phénomène de moiré. Voilà, c'est pour le moiré, générale. voilà, c'est ça. Alors après, on va se dire, ah, bah, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il va y en avoir. Alors, oui et non, parce que ça va dépendre en fait de comment vous utilisez l'appareil. En vidéo, il y a un risque qui est plus de moiré. Mais pour ce qui est de la prise de vue, ça pourra se voir, si je me souviens bien, principalement si vous avez par exemple des grilles ou des choses qui sont très répétitives. Il peut y avoir cet effet de Des moiré. motifs répétitifs, tout à fait. Un toit, par exemple, en tôle, Voilà, c'est ça. des choses comme ça pourra se voir. Mais à moins d'être un énervé des toits, je m'en souviens pas d'avoir cet effet-là qui m'a gêné à un moment donné ou à un autre. 20 millions de pixels, oui, aujourd'hui, on pourrait se dire que ce n'est pas assez. Mais après, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après de ces images. Exactement. Ça veut dire que, est-ce que vous faites des grands tirages derrière ? Est-ce que vous avez besoin ou pas d'avoir plus de pixels ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous avez un capteur qui est beaucoup plus fourni, forcément, le poids des images est beaucoup plus important. Résultat, si on fait un post-traitement derrière, le post-traitement sera beaucoup plus lourd aussi. D'accord ? Et donc, il faudra forcément avoir aussi un ordinateur qui vous permette. Ouais. Bah, ça joue aussi. N'empêche que si vous devez traiter beaucoup d'images, moi, par exemple, je travaille avec Canon. Au lieu de prendre un R5, j'ai pris plutôt un R6 parce que le surplus de pixels ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, mais oui, on peut se dire, oui, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez ? Je pense que personne n'est là pour dire, enfin, je ne comprends pas, que toi qui es utilisateur aussi du VR, est-ce que ça te gêne d'être encore à 20 ? Tu voudrais beaucoup plus peut-être ? Non, pas du tout. Non, bon,
je disais tout à l'heure, l'équilibre aujourd'hui en APS-C, il peut se situer autour de 30-40 millions. On obtient un équilibre plutôt satisfaisant au niveau de la gestion du bruit, parce que c'est surtout Oui. ça aussi, quand on monte en ISO, c'est ça qui compte. Moi, je trouve que 24 millions, c'est très bien. Ce que j'aurais aimé de la part de Ricoh, qui sait le faire, puisqu'elle le fait sur ses réflexes Pentax, comme le K1 Mark II, par exemple, ou le K3 Mark III, c'est un mode haute résolution Pixel Shift Résolution. qui fonctionne avec le système de stabilisation et qui permet, Ah sur oui, de la prise de vue fixe, d'assembler plusieurs Ouais. images et d'obtenir une image plus définie. Avec 24 millions, on aurait pu avoir un fichier, par exemple, à 86 millions de pixels, quelque chose comme ça. Et ça fonctionne bien en nature morte, en paysage. Ah voilà, c'est ça, oui. Et C'est pour on de la se dit, photo fixe. Ils savent faire, donc messieurs Ouais. de Ricoh Imaging, pourquoi pas, hein, ça peut être sur une liste de doléances. Et un petit mot, on a parlé du moiré tout à l'heure, mais sachez qu'il y a aussi des simulateurs de filtres passe-bas pour ceux qui sont vraiment réfractaires au moiré. Et Filtre anti-aliasing. Ouais. on peut les activer. Ça existe chez d'autres aussi, hein, d'autres constructeurs. Et donc, ce Ricoh GR, il est donc stabilisé. Stabilisation capteur, technologie quasi historique, hein, pour le coup, chez Pentax. Et le constructeur annonce jusqu'à 4 IL de rattrapage. Bon, j'imagine que c'est au grand angle, 28 mm. On va pas rentrer dans les débats à ce niveau-là. J'aimerais par contre qu'on parle un peu des performances de l'appareil en haute sensibilité ISO. Donc le capteur, il est associé au processeur qui s'appelle le GR Engine 6. Objectivement, la montée du bruit, Tommy, ça se passe comment? Personnellement, moi, je monte jusqu'à 3002. Alors maintenant, je veux juste faire un petit rappel par rapport à ça, c'est que la notion de montée en bruit, évidemment, elle se dégrade, mais elle se dégrade principalement dans les basses lumières. Ça veut dire que vous pourriez très bien être en pleine lumière et monter en fait à des ISO très, très élevés. Le bruit serait très réduit parce que vous avez de la lumière. C'est toujours par rapport en fait à la lumière disponible. Ça veut dire que si par exemple vous faites des photos, je sais pas, à Saint-Michel et qu'il fait nuit, et ben, tant que vous avez cette lumière qui est disponible et que vous, même si vous montez en ISO, évidemment, le bruit sera peu perceptible. Alors, je vous dis pas que ça veut dire que vous mettez à 6400 ISO. 6400 ISO, vous le voyez bien, vous les comptez bien. Mais après, moi, ce que j'ai constaté, c'est que selon certains cas, c'est vrai que le 3200 marche bien. Après, dans certains autres cas où la lumière commence à baisser beaucoup, ça commence à être compliqué. Mais le truc, c'est que, et ça, c'est vraiment pas mal, et je pense que ça, c'était vraiment dès le début, c'est qu'il y a quand même une texture sur le capteur du GR. Je ne sais pas si tu en penses aussi. Alors, souvent, j'ai entendu cette notion de oui, il y a un grain et tout, machin. Venant de l'argentique, je ne peux pas accepter ça. C'est pas Je possible. ne cautionne pas Je cette ne cautionne pas. comparaison. Enfin, moi, en tout cas, je ne le cautionne pas. Ça reste du bruit numérique, mais c'est un bruit numérique, en fait, qui est quand même, qui a une esthétique qui n'est pas. Oui, mais il évoque cet aspect granuleux un petit peu. Oui, c'est vrai. Et moi, c'est pour ça que je le pousse jusqu'à 6400, principalement parce que je fais que du noir et blanc avec, en mode surtout très contrasté, Mm. un petit peu à la Moriyama, qui est une sorte d'exemple évidemment pour beaucoup, dont moi. Et à 6400, on retrouve du coup, on exagère un petit peu ce rendu granuleux dont tu parles. Et moi, je le trouve effectivement très plaisant, sans aller jusqu'à le comparer à l'argentique, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, jusqu'à 6400, je trouve que ça tient largement la route. Et aussi, parce que tu fais du noir et blanc. En couleur, moi qui fais de la couleur, il faut y aller à tâtons. Ah bah, c'est une autre approche. Une autre approche. Mais c'est vrai que, ouais. Non, sinon, ouais, moi, 3002, c'est plutôt mon palier tranquille. Bon. Et niveau autofocus, faut savoir qu'en 2019, ce petit GR3, il intégrait déjà un autofocus hybride, détection de phase et de contraste, avec détection des visages et des yeux. En 2018, ce qui est plutôt chouette. Ça marche bien l'autofocus sur un GR3 et un GR3X, c'est réactif, c'est rapide? Si on parlait du mode snap, Alors, Je sens que j'ai posé une question qui fâche. c'est une manière de répondre. Non, mais l'autofocus s'est grandement amélioré avec le firmware. Et surtout, ce tout premier firmware qui est sorti avec la sortie du GR3, qui est arrivé très très vite derrière, parce qu'il y a eu un truc où on s'est dit, oh là, ouais, dans la foulée de la commercialisation. il y a un souci là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ben, ils ont sorti un firmware, et là, je me suis dit, waouh, ah oui, il y a une bonne réactivité par rapport à ça. Après, il est vrai que, alors,
je pense que c'est en contre-jour où souvent ça peut être un peu compliqué. La détection fait que, mais après, tant que votre sujet est bien éclairé et tout, l'autofocus marche plutôt bien, marche même très bien. C'est pas un réflexe, faut sans dire, hein, je veux dire, mais bon, moi je considère qu'il marche plutôt bien. Et c'est vrai que moi j'utilise principalement mon appareil soit en snap, soit en mode manuel aussi. Alors, parlez-nous du coup de ce mode snap. Et là, tu vois, en direct, je fais la mise au point sur le visage de Tommy, ça fonctionne. Le petit rectangulaire le garde et la mémorisation du visage est effective, ce qui, tu as eu raison de le souligner, Arthur, en 2018 était plutôt une bonne chose, hein, plutôt une avancée. Le mode snap, en fait, pour les amoureux, les nostalgiques de l'hyperfocal, c'est un petit peu faire abstraction de l'autofocus, raisonner en mise au point manuelle, tenir compte donc de la focale qu'on utilise, de la distance à laquelle on va photographier, de faire en sorte que tout sera net à la distance où se trouve le sujet jusqu'à l'infini, mettons. Et donc le mode snap, c'est ça. On pré-règle dans l'appareil une distance, par exemple 1 mètre, 1,5 mètre. Et ce qui fait qu'au 28 mm, on sera dans la rue, on pourra déclencher comme ça un petit peu... Tout ce qu'il y a après sera net. Ouais. Et voilà. Et on fera en sorte que tout ce qui vient après sera net. En gros, c'est un petit peu... oui, c'est un petit peu se réapproprier les notions un peu historiques de la photographie comme l'hyperfocale et surtout jouer avec, contourner un point faible, un talon d'Achille de ce boîtier qui est le système autofocus, qui est pas aussi performant que les hybrides modernes, mais c'est pas non plus ce pourquoi on l'utilise. Ouais, c'est pas vraiment le sujet non plus. Ben non. Ok. Et surtout, le mode snap, ce qui permet, c'est de gagner en réactivité au moment du déclenchement, puisqu'on le sort de la poche, on sait à peu près à quelle distance on va déclencher, et on n'a pas de temps de latence entre le moment où on va cadrer et déclencher. Donc c'est du cadrage à la volée, un peu à l'ancienne, et je trouve que, perso, c'est un peu tout ce qui fait le charme de ce boîtier, finalement. Ah oui, c'est ça, hein. Et comme tu disais, vraiment, le fait qu'il n'y ait aucune latence, ça, c'est assez exceptionnel. Ça veut dire que vous appuyez. En fait, le truc du snap, c'est que quand vous faites une prémise au point, il va donc faire la prémise au point, normalement, naturellement. Et si vous appuyez à fond, là, en mode snap, il fait la photo. Ça veut dire que, comme il a déjà précalculé 1 mètre, 3 mètres 50, 4 mètres, 5 mètres. Ah, on Eh peut ben, paramétrer. Oui, truc, on là. peut paramétrer. Ok. Il y a plusieurs distances qui sont mises en place. Et ben ça, après, hop, c'est vraiment instantané. Hein. Ça veut dire que aucune latence du tout. Hein. On appuie, c'est la photo qui sort. Hein. Après, la photo, elle ne se fera pas toute seule non plus. Il faudra évidemment Oui. jouer sur l'ouverture, la Encore monter en faut-il appuyer ISO. au bon moment. Non, mais surtout, puis avoir la bonne vitesse aussi. Mm. Je veux dire, si on fait toutes les photos au 25e de seconde en pleine rue comme ça, on va avoir un taux de déchets important. Alors, l'une des approches de ces Ricoh GR, c'est évidemment la simplicité d'utilisation, même si on comprend bien qu'on peut totalement tout débrayer et prendre le contrôle d'absolument tous les paramètres de prise de vue. C'est des boîtiers qui proposent aussi des modes créatifs un peu plus complexes. On retrouve un mode multi-exposition, on a un mode qui est conçu pour pouvoir photographier les traînées d'étoiles dans le ciel. On a des styles d'images avec des simulations, des genres de simulations de rendu de film. On les utilise un peu, ces fonctionnalités. Benjamin, toi, qui fait que du noir et blanc avec, on a combien de styles de noir et blanc possibles sur les Ricoh GR? Oui, il y a plusieurs modes de noir et blanc possibles, tu vois. Moi, j'utilise principalement le mode hard noir et blanc, qui n'est pas le plus hard, puisqu'il y a le high noir et blanc qui est alors lexical ultra contrasté. Mais il y a 4 modes noir et blanc, mais ça, pareil. Finalement, aujourd'hui, on prend n'importe quel appareil hybride. On peut concocter des recettes sur les Fuji, par exemple. On a des très beaux modes monochrome sur les Lumix ou les Leica. Bon, finalement, chaque marque apporte sa patte. Moi, c'est vrai que sur le GR, j'affectionne le noir et blanc. Maintenant, Tommy, toi, tu es d'une autre école. Hein, donc, Il y a un mode délavé. Oui, avec bleach. Ouais. Exact, il y a un mode bleach. Il y a un mode chrome qui est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup, moi, ce mode-là. Alors, après, c'est vrai que bon, je les utilise très peu parce que comme je shoot principalement en RAW,
c'est évidemment le JPEG qui est impacté. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, pour certaines images ou alors pour un rendu bien particulier, ouais, j'aime bien ce mode chrome qui me plaît bien. Mais sinon, non, principalement, je suis sur le neutre ou naturel. Voilà. Et après, je post-trade. Oui, sachant que les RAW, et ça encore, c'est propre à Ricoh, et pas qu'à Ricoh, hein, sur le marché, il y en a d'autres qui le font, Leica notamment, mais les RAW sont des DNG. Et ça, c'est top. C'est quand même Ouais. vachement bien. Ah, ça, c'est top. Si tous les constructeurs Ouais. pouvaient proposer ces RAW Exactement. universels qu'on peut donc Oui. utiliser avec n'importe quel logiciel, quelle que soit l'année à laquelle il a été édité, ce serait formidable. Bah, et surtout, ça faciliterait grandement les mises à jour. Bah, bien sûr. C'est tout bête, hein. Donc, bon. Donc, ouais, le DNG, ouais, je plébiscite à mort aussi. Ouais. Il y a une particularité aussi sur cet appareil, c'est au niveau de son stockage. Alors, on peut évidemment y glisser une carte mémoire au format SD, mais il a aussi l'originalité de proposer un stockage interne, pas non plus totalement négligeable, puisqu'on a 2 gigaoctets d'espace de stockage à l'intérieur. C'est encore là, une fois, un choix assez original. Oui, et c'est sympa, tout simplement, parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois hein, de sortir et d'avoir oublié de mettre ma carte dedans. Et ben, j'étais bien content de pouvoir shooter mes 36 poses, parce que je peux faire 36 poses avec. Ah, Voilà. c'est 36 poses de Bah, moi, giga j'avais compté 36 Alors, en poses. RAW plus JPEG, RAW plus c'est- JPEG, Pas en ouais. RAW plus JPEG. Hein. C'est que en RAW, alors. Ouais, que en RAW, ouais. Ah ouais, c'est possible. Ah bah, c'est Non, mais marrant, ça fait c'est pas vraiment mal. comme l'argentique, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mais on peut le voir de deux manières. Ça peut sauver, ça peut être aussi la fausse bonne idée. On peut se dire, ah bah tiens, c'est bien, j'ai une mémoire interne, mais finalement, elle est tellement limitée qu'à Ah oui. un moment, on va être limité, quoi. Donc, Bon, de toute façon, on l'oublie rarement après. Hein. Je pense que moi, ça m'est arrivé Ouais. 2 fois et après, ça m'est plus arrivé du tout. Donc, Bon, on a vu un peu la technique. On va parler maintenant un peu de l'objet en lui-même, de son ergonomie et évidemment de ses mensurations minimalistes qui en font un appareil unique. Le Ricoh GR, on est d'accord que c'est le compact expert à grand capteur le plus compact et léger du marché. ben, moi, j'en vois pas d'autres. Si, il y avait un. ça dépend un ce qu'on Fuji entend qui par était, grand oui. capteur. Ouais. Bah, APS-C, si on oui, considère parce que que l'APS-C est un grand capteur, oui. Si on prend le grand capteur à partir du 24-36, non. Ah oui, 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 oui. Mais il faut définir ça. À partir de là, oui, bah, il n'y a pas vraiment d'opposant en face, en fait. Moi, je rêverais hein, d'avoir un compact à plein format. Ça serait vraiment un truc de fou. Ah ben un GR plein format, ce serait Ça serait un truc de dingue. formidable. J'accepterais qu'il soit beaucoup plus. Bah, il a bon. effleuré l'idée. Ouais. Écoute, c'est pas moi qui lui ai Tout à soufflé. l'heure. En tout cas, hein. Donc, Non, mais c'est déjà bien, c'est déjà énorme d'avoir un capteur APS-C sur un compact de ce nom, quoi. Et puis, bah, de toute façon, j'en vois pas d'autres, hein, à part le. Non, il y a pas Fuji d'équivalent. X70, il n'y avait pas un truc comme ça. si Fuji avait sorti un appareil, mais qui n'était pas aussi compact. Ouais, hein, c'est qui ça, s'appelait ouais. pas- ouais. Mais non. Alors sur la balance, le GR3, c'est 260 de grammes, mais le boîtier n'en est pas pour autant un jouet. C'est un boîtier qui est en alliage de magnésium, qui est costaud, qui est extrêmement bien pensé en termes d'ergonomie, de prise en main. Est-ce que, Tommy, tu peux nous parler un peu de ça? Alors, comme je l'évoquais un petit peu au début, moi, ce qui m'intéresse principalement dans un appareil photo, de toute façon, dans n'importe quel appareil photo, c'est le fait de pouvoir avoir là une fonction, un bouton, ou une fonction, une molette. Ça, c'est le truc prépondérant, le truc absolument où je ne coupe à rien. C'est comme ça, en fait, que je conseille principalement mes élèves quand ils cherchent, en fait, un boîtier. Donc, ben, l'ergonomie du GR, elle est simple, et même en parlant comme ça au micro, on peut le dire clair, ça veut dire que par exemple, si vous êtes en mode priorité diap, vous avez une molette priorité à l'ouverture. Si vous avez une priorité vitesse, vous avez une molette pour la vitesse. Évidemment, si vous êtes en mode P, dans ce cas-là, le truc, c'est que quand vous êtes en mode P, le truc, c'est que la molette que vous allez actionner va faire varier votre diap vitesse par Oui, rapport à l'ISO que vous pouvez créer. Comme dans tous les modes P, chez tous les constructeurs. Oui, mais pas tous les compacts. Ah oui, 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 oui. Ah Ok. oui, non, Ouais, mais ouais. c'est ça qu'il faut voir. C'est que l'ergonomie d'un Ricoh, ça reste une ergonomie d'un réflexe. Voilà. Et quand vous prenez des réflexes d'entrée de gamme, vous n'avez pas forcément deux molettes pour le diaph et C'est la vrai, vitesse. c'est vrai, c'est vrai. Des fois, il faut appuyer sur une fonction pour faire varier une valeur. C'est ça aussi. Donc, ça, c'est important. C'est qu'on a vraiment la triplette ISO, diaph, vitesse. Voilà. Donc ça, rien que ça, déjà, c'est simple. Et puis,
je veux dire, vous prenez n'importe quel dos de compact ou d'appareil photo, vous le mettez l'un à côté de l'autre, vous verrez qu'il n'y a pas tant de boutons que ça. Et ça, je pense que c'est assez simple et c'est facile. Et donc, on a vite fait d'identifier les valeurs. Donc voilà. Donc rien que ça, par rapport déjà, Oui, puis il y a des choses toutes bêtes. Le fait d'avoir verrouillé la molette aussi de réglage de prise de vue, ça, même des hybrides à 2000 € ne le font pas. C'est quand même dingue quand on y pense, parce que elle peut être actionnée par inadvertance. Là, c'est pas le cas. Et puis, il y a ce petit bouton pressoir au niveau de la molette arrière aussi, qui est plutôt bien foutu, qui peut appeler des raccourcis, qu'on peut paramétrer aussi. Et ça, c'est vachement bien. Donc, c'est vrai que ça devient rapidement très, très intuitif. On s'y fait très vite et on regrette très vite que ce ne soit pas sur d'autres appareils. Et puis c'est un boîtier qui est un petit peu évolutif puisqu'on a une griffe porte-accessoire sur le dessus qui permet d'accueillir éventuellement un flash, mais qui permet d'accueillir peut-être et même surtout et même avant tout des sortes de viseurs de champ optique, puisque cet appareil n'a pas de viseur électronique. Oui, absolument. Il y a des viseurs optiques qui existent, qui sont conçus par rapport à la focale de 28 mm. Donc, ça veut dire que voilà, on va cadrer, la Tommy me le montre dans sa jolie housse en cuir, et effectivement, on va avoir le champ qui va s'afficher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir voir rentrer le sujet à gauche ou à droite, un peu comme sur les viseurs télémétriques, puisque le petit cadre qui matérialise le 28 mm a des débords, ce qui fait qu'on va pouvoir observer ce qui se passe ailleurs que dans le champ, et ça, c'est très chouette. Et il existe 3 viseurs, un pour le 21 mm avec l'adaptateur grand angle, un pour le 28 mm et évidemment un pour le G3X et le 40 mm. Et petit détail, c'est que la griffe accessoire est bien au-dessus de l'optique. Et alignée. Alignée, elle n'est pas déportée. Tout à fait. Voilà. Donc ça résout pas mal en fait la parallaxe, même si évidemment quand on est trop près, forcément il y a un décalage. Mais à partir du moment où il y a une certaine distance avec le sujet, vous avez quasiment vraiment le cadre de ce que vous allez cadrer. Par contre, moi j'ai un petit regret. On a parlé donc de griffes porte-flash éventuellement, c'est l'absence de flash. Ça, je trouve ça dommage. Sur le GR2, j'aimais beaucoup. Le GR, moi j'ai énormément utilisé le GR avec le flash intégré. C'est vrai qu'à partir du moment où il a disparu, ça a été un petit peu un crève-cœur sur pas mal de personnes. Alors, moi j'ai investi après dans des petits flashs qu'on puisse mettre dessus, mais je crois que je crois qu'il y a une raison par rapport en fait à l'intégration du Wi-Fi ou un truc comme ça. Ouais, ou de la stabilisation peut-être. La stabilisation peut-être. La compacité, moi je pense que, et surtout pour pas entacher l'autonomie, qui n'est pas non plus un point fort du boîtier. Donc il y a peut-être une raison, mais en tout cas moi j'aimais bien ce petit flash comme ça qu'on pouvait c'est sortir. C'est toujours bien d'en avoir un au cas où. Voilà, ça peut être toujours utile pour déboucher un petit peu, pour donner un petit éclat dans l'œil. C'est quand même pas mal, ouais. Et puis ces Ricoh GR, c'est des appareils qui sont aussi tout simplement beaux. Alors initialement, ils sont proposés dans une version très sobre, toute noire, mais Ricoh a eu l'envie, la bonne idée de proposer comme avait pour habitude Pentax à l'époque des éditions un peu spéciales, collector, autour de ces GR. Et donc on a vu arriver au fil des années une version diary, une version street, une version urbaine. On a la possibilité de venir changer la petite bague autour de l'optique qui permet de cacher le système de fixation de ces fameux modules complémentaires dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres types d'accessoires qu'on peut pimper son Ricoh GR qui existent? Je passe une petite annonce rapide. Oh là. Je recherche le GR en vert. Il y avait une lignée verte en fait qui était sortie. Enfin, attention, c'est pas vert pomme, mais bon, il y avait une version verte que je trouvais vraiment très très belle, que j'ai ratée. Voilà, donc je recherchais un si jamais. Voilà. T'as raison. Donc c'est le GR, le premier du nom. Sinon, oui, vous pouvez rajouter des poignées.
tout simplement. Une poignée. Alors déjà, il y a déjà une poignée qui est déjà intégrée, qui est déjà pas mal. Moi, j'ai des grosses paluches, donc ça m'aide bien aussi d'avoir en fait une poignée en plus qui permet en fait de se raccorder dessus. Il y a des petits, comme ce que tu as là, Des repose-pouces. des repose-pouces qui sont pas mal aussi. Parce que forcément, à force de le tenir comme ça, à un moment donné, on peut avoir peut-être une crispation ou quelque chose en fait qui permet de l'avoir et pas avoir la main qui va traîner au niveau de l'écran. Moi, ce que j'ai mis sur le mien, par exemple, j'ai un petit niveau. Que je mets sur la griffe. Alors pourquoi un petit niveau? Parce que tout simplement en fait ça me permet des fois quand je shoot en fait au jugé de toujours en fait j'aime bien avoir les photos enfin les images assez droites. Voilà, de pas avoir à les redresser le plus possible. Donc ça me permet d'avoir en fait toujours cette notion de niveau, même s'il y a un niveau intégré dans le boîtier, mais j'aime bien avoir ce visuel parce que j'éteins aussi souvent l'écran aussi pour shooter, pour sauvegarder la batterie. Voilà, sinon, il y a des compléments aussi. On peut mettre des filtres, ça c'est pas mal. Chez Nissi, je crois, ils font Nissi un truc fait un génial. très beau kit. Ouais. Qui fait un super kit avec un complément qu'on met devant et qu'on peut mettre des filtres devant qui est hyper bien conçu, spécialement sur le GR. Système de porte-filtre. Hein. Oui, système de porte-filtre complètement, avec les filtres qu'on rajoute. Voilà. Puis il y a des étuis, des étuis en Oui, cuir, voilà, des étuis. dragons. Il y a tout ce qu'il faut pour personnaliser son boîtier, mais ça participe de la fidélisation et du côté moi, adepte. J'ai eu la mauvaise idée de commander un jour un boîtier, une Édition limitée? Non, pas du tout. En fait, c'était une sorte de coque en fait en cuir, mais c'était en fait une marque japonaise qui le faisait. Marque Tierce, ouais, qui le faisait au Japon. Donc je l'ai commandé au Japon. C'est arrivé avec une jolie note de la douane. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commande des choses au Japon, tout ce qui est cuir, tout ce qui est truc, il faut rajouter beaucoup. Voilà. Donc ça a été la dernière fois que j'ai commandé quelque chose au Japon. Mais ça, il était beau, je l'ai toujours. Oui, mais si le Ricoh vert que tu recherches existe au Japon, je le prendrai pas. Je peux pas. Je suis pas aussi énervé que ça. Il vaut mieux aller au Japon pour aller le chercher. Ouais, c'est ça. On va faire un tour à Shinjuku exactement, avec Daido. Bon, du coup, on va parler un peu prix maintenant. Combien ça vaut les GR? Alors, un GR3, c'est un peu plus de 1000 €, 1050 €. Bon, c'est un budget évidemment pour un compact expert. Par rapport à un iPhone, ça va. Oui, voilà, c'est le prix d'un bel iPhone, on va dire. Le GR3X est un poil plus cher. Enfin, c'est 1100 €. Et puis les éditions un peu limitées, voilà, oscillent entre 1100 et 1200 € et sont souvent proposées, hormis les coloris un peu originaux, avec une dragonne ou une housse en plus. Les viseurs optiques, il y en a deux. Le GV2 qui est proposé aux alentours des 250 € et le GV1 aux alentours des 170 € pour le GR3. Et pour le GR3X, c'est un poil plus cher, puisque là, on atteint les 300 € pour le viseur optique. Voilà, on peut citer le prix d'une batterie supplémentaire. Tu disais que c'était pas son point fort, donc il faut peut-être en acheter une tout de suite, une deuxième. Il faut le citer. Ça dépend, parce qu'on peut aussi se servir d'un chargeur nomade. Moi, c'est ce que je fais. Oui, ok. On le recharge direct. Voilà, comme ça, on le recharge directement. Mais c'est vrai que l'arrivée de la stabilisation signifie une diminution quand même de l'autonomie. L'autonomie, elle est en dessous, et bien en dessous des 200 vues. Hein. Je suis même gentil quand je dis ça. Donc, ça fait partie. On parlait tout à l'heure du charme de la pellicule et des 36 poses. On est un peu dans ce registre-là, finalement, de la contrainte, de la sobriété, de la rigueur, à pas déclencher à foison, sauf avoir une quantité de batterie suffisante, comme Tommy, qui nous montre sa trousse bien garnie. Ça fait partie des contraintes du boîtier. C'est aussi une contrainte qui permet de garder une certaine compacité aussi, de ne pas avoir un trop gros bloc de batterie. Mais il faut en tenir compte si, par exemple, on compte avoir seulement ce boîtier pour un voyage au long cours où on aura des possibilités de recharge limitées. C'est vraiment un critère à prendre en compte. Après, c'est vrai que comme il y a un port USB-C, on peut le recharger sur une batterie externe. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que quand vous le mettez dans votre sac... Je le répète, 2019 déjà, un port USB-C. Oui. N'empêche, oui. Voilà quoi. C'était une des avancées importantes par rapport au GR2. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait beaucoup de... Je pense pas beaucoup du tout. Ok. Bon, pour terminer, on va parler un peu usage et voir si oui ou non les Ricoh GR3 sont bien les rois de la street photographie.
On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Jean-Christophe Béchet, que vous avez entendu à ses micros très récemment, qui est lui aussi un adepte de cet appareil. Il nous explique son point de vue sur le sujet. Pour la photo de rue, déjà, il a un avantage indéniable qui est sa petite taille, sa discrétion. Et on peut le mettre dans sa poche, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un sac. Moi, il se trouve que j'ai les deux Ricoh, j'ai le GR3 et le GR3X, donc un équipé d'un équivalent 28 mm et un équivalent 40 mm. J'en ai un dans chaque poche de ma veste et je peux déclencher assez vite. Il y a un mode snap qui permet de faire une mise au point rapide. Donc pour moi, voilà, il n'a pas toutes les qualités du monde parce qu'aucun appareil peut tout faire, mais il permet d'être très réactif avec ce mode snap, d'avoir des résultats de bonne qualité. Les objectifs dans les deux cas, c'est des focales fixes de très bonne qualité. J'ai pu faire des tirages, notamment l'expo que j'avais à Deauville l'année dernière, en arrière-plan, c'était des tirages qui montaient à plus de 2,50 m de haut qui avaient été faits au GR. Et là, au Salon de la Photo, si vous venez voir l'expo que j'aurai au Salon de la Photo au premier étage, il y aura pas mal de photos faites au GR qui vont se mélanger avec des photos faites, voire même avec du moyen format. Ça passe très bien. Donc c'est vrai qu'il y a une énergie, on vise plus tellement avec un viseur, on vise avec le viseur arrière, un peu à bout de bras. Et il y a un autre avantage incroyable que j'avais pas mesuré au début, c'est-à-dire, par exemple, on peut se mettre complètement à la verticale d'un objet. J'ai fait tout un travail sur la fabrication de montres de luxe et je pouvais vraiment mettre l'appareil au-dessus de quelqu'un qui travaille, le tenir avec une main tendue. Je peux aussi le mettre très très haut au-dessus de ma tête pour récupérer une forme de perspective, comme si j'avais une petite échelle ou un objectif à décentrement. Donc en fait, on voit une autre gymnastique de la prise de vue avec ce genre d'appareil très compact, qui permet d'étendre son champ des possibilités. Et quand on le maîtrise, on arrive vraiment à ne plus s'en passer. Alors c'est ça du coup la force du GR pour la photo de rue, discrétion, maniabilité, réactivité, simplicité d'utilisation. Oui, d'ailleurs, je passe bonjour à Jean-Christophe. Oui, c'est vraiment un compact. On peut l'avoir tout le temps. On peut vraiment l'avoir tout le temps. Ça, c'est un truc qui est indéniable. On ne peut pas l'enlever par rapport à ça. On l'allume, il s'allume très, très rapidement. Il est prêt. Voilà. C'est cette forme de photo-là qui est importante. Ça veut dire que on peut vraiment partir de l'idée qu'on fait des instantanés et de se dire que de plus hésiter à faire une photo. Après, vous allez me dire, oui, mais le smartphone, c'est pareil et tout, machin. Sauf que je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier le fait que c'est un capteur APS-C. On a un capteur APS-C dans la poche. Pardon. C'est pas mal comme lapsus, ça. C'est très joli. Je n'ai pas de Porsche, je n'ai pas le permis. C'est un lapsus de laïcaïste. Mais c'est très joli. Mais oui, enfin, on peut l'avoir tout le temps. On a un bel écran qui vous permet de cadrer facilement, donc on est bon là-dessus. C'est un compact, c'est vraiment un compact facile et utilisable. Oui, puis c'est de la photo bras tendu, mais avec une ergonomie d'appareil photo, pas comme un smartphone. Et c'est vrai que ça incite à faire des photos qu'on ne ferait pas avec un appareil normal, en fait. Tout simplement parce que c'est tout léger. Comme le dit Jean-Christophe, lui, il parle de cet exemple, on le visualise très bien, de faire des photos au-dessus d'un objet comme ça, parce que c'est tout léger et qu'on ne sent pas le poids. Lui, en plus, parle de la hauteur, mais bon, on précise, Jean-Christophe est grand, hein, donc voilà, ça vaut surtout pour lui, l'effet grue. Mais c'est vrai que c'est un appareil pour ça qui est précieux, auquel on s'attache très vite, parce que même peut-être qu'on passe pas pour un vrai photographe, entre guillemets, face au sujet, ou je sais pas, dans la rue, on sort ça, soit on passe pour un utilisateur d'un ancien temps avec un appareil. Il est clair qu'il n'y a pas ce côté réflexe, c'est bête à dire, mais on entend encore aujourd'hui toujours ce côté, quelqu'un qui fait de la photo, c'est un paparazzi ou des choses comme ça. Oui, le côté agressif. Agressif, voilà, c'est ça. Il n'y a pas cette espèce de chose qui approche des gens. Moi, je fais des photos de personnes assez près. Je n'ai jamais eu de problème. Voilà, ça se compte sur les doigts de la main, même pas quoi. Oui, parce que c'est pas un appareil qui intimide. Voilà, c'est ça. Il est tout noir, il est tout. Enfin, il y a juste. Enfin, souvent, le truc, c'est le rapport avec les gens, même aujourd'hui, parce que j'entends souvent le truc de. Oui, faire des photos de rue à Paris, c'est compliqué. Je pense que c'est avant tout en fait une attitude à avoir et comment est-ce que vous percevez les gens et comment est-ce que vous percevez votre environnement.
Ça veut dire que vous avez beau avoir un appareil, il est là, c'est l'extension de votre main. Le truc, c'est que si vous êtes souriant, si vous êtes de bonne humeur et que tout va bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si vous Surtout arrivez- que la photo bras tendus permet d'établir un contact Exactement, c'est ça. visuel et de Ouais. présenter un sourire qu'on ne présentera pas forcément quand on est derrière un gros 24-70. Ah bah et, oui, là, on n'est pas réflexe caché derrière, c'est plein ça. format, ouais. quoi. Exactement, ouais. Bah, écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on va conclure, on va conclure là-dessus. Merci Tommy, merci Benjamin aussi. Tu nous as beaucoup éclairé de ton amour pour cet appareil. Et je précise, comme Jean-Christophe, il a raison de le rappeler que c'est loin d'être un appareil parfait, mais c'est sûrement Exactement. ce qui fait son charme. Voilà. On clôt notre discussion autour du GR sur ces mots et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Tommy Kitt pour parler des Ricoh GR3. Tommy, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, pourquoi le GR est un appareil légendaire ? Parce qu'il est pratique et qu'il fait de bonnes photos. Parce qu'il ne change pas. Et il ne change pas. Oui, ça aussi. Fondamentalement, sa nature ne change pas. Ça ne change pas, ouais. C'est ça, c'est toujours le même. En 2023, il ressemble à celui de 2014, Exactement. il ressemble à celui de 96. Enfin voilà, je veux dire, il ne change pas. Et ça montre que la formule marche bien. Un compact en 2023 qui date de 2019, ça a encore du sens ? Grave. Plus que jamais. Grave. Plus que jamais. Non, mais encore plus que jamais. Ah bah oui. Pas d'obsolescence, des mises à jour de firmware qui sont toujours d'actualité, une optique qui déchire, un très bon capteur, format DNG. What else ? Ah bah oui. Aujourd'hui, on nous parle de smartphone, photo, machin, bidule, bidule. Alors si on veut du deep learning à tout va, et si ouais. on veut une rafale à 40 images secondes, clairement, il faut passer son chemin. C'est clair. Mais non, attention. Ce capteur est phénoménal. Moi, je le kiffe. Hein. Non, GR, à mort. Ce qui permet un peu de faire la transition avec la question d'après. Qu'est-ce qui fait que le GR3 ou le GR3X peut être considéré comme un appareil très expert, voire même professionnel ? Bah, tout simplement parce que les fonctions sont là. Et il y a un bouton, une fonction, une molette, une fonction. C'est simple. Vous voyez tout à l'écran. Voilà. Et oui, il y a ça aussi, ça d'ailleurs. L'écran n'est pas surchargé. Alors, on peut l'avoir surchargé, mais on peut le configurer comme on veut. Voilà, tout simplement. Oui, puis Jean-Christophe l'a dit dans son témoignage durant l'émission, il a pu faire une expo à Deauville avec des tirages de 2,5 mètres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite. Hein. Avec le capteur APS-C, on peut faire une expo avec des grands tirages sans aucun problème. Et comme il l'a dit aussi, il présentera donc, si j'ai bien compris au sein de la photo, des tirages faits au GR à côté de photos prises au moyen format. Bon, ça veut tout dire. C'est quoi la différence entre le GR3 et le GR3X ? 28 mm pour le GR3, 40 mm sur le GR3X. Pas mieux. Et dans l'usage, du coup ? Grand angle et petite télé. Oui, attention aux petites télé. Hein. Moi, j'ai pas mal essayé le GR3X. J'adore le 40 mm. J'ai commencé avec un Leica CL et un petit 40 mm en argentique et j'adore cette focale. Mais on ne fait pas, évidemment, avec le GR3X tout ce qu'on fait avec le GR3. Par exemple, si là, on est l'un face à l'autre autour d'une table, faire des photos 40 mm, ça devient vraiment un cadrage beaucoup plus serré. Donc, on ne pourra pas inclure tout un décor. C'est vraiment une autre approche. Donc, l'idéal, c'est même peut-être d'aller au Ricoh Store à Paris et de les essayer, hein, tout simplement. Ça doit être possible. Tout à fait. Pourquoi la photo de rue est un exercice particulièrement bien pour le Ricoh GR ? Street photo. Street photographie, si vous voulez. La photo de rue, street photographie, c'est déjà son rapport en fait à l'humain, ou alors aussi par rapport en fait à l'environnement dans lequel on est. Mais ça vous permet aussi de vous dire que le fait d'arpenter les rues, c'est un peu. Enfin, moi, je le prends comme ça. Ça veut dire que la street photo, pour moi, c'est un peu une thérapie. C'est ce qui me sort un peu de mon métier de photographe. Et c'est le fait de se concentrer sur soi-même et de faire attention, d'être attentif à l'environnement dans lequel on est. Et donc, voilà, moi, je cherche beaucoup tout ce qui est le graphisme, tout ce qui est les gens en proximité. Mais l'un et l'autre font que le 28 mm, ça marche bien comme focale. Parce que pour ce qui est des personnes, on est présent avec les personnes.
Vous n'êtes pas sur un télé de l'autre côté de la rue, là. Moi, je fais pas mal de photos de personnes, en fait, aux arrêts de bus. N'empêche que les gens, ils vous prennent pas comme quelqu'un d'agressif. Et surtout, on est dans cet environnement-là, on fait la photo, on regarde, et puis c'est bon, quoi. Tout est là. Qui sont les GRistes? Tout le monde. Tout le monde peut être un gériste. Ne cloisonnons pas. Oui, Oui. je me sens autant fougiste que oui. GRiste, que laïcaïste, que Voilà, ouais, non. canoniste, Non, niconiste, un c'est- peu tout ça, quoi. Vraiment tout le monde. Et d'ailleurs, oui, on n'est pas. Enfin, moi, j'utilise aussi bien d'autres marques sans problème. Mais non, le GR. Mais c'est le seul que je garderai sur moi, quoi. C'est tout con, hein, mais. C'est le seul qui est tout le temps là, on va dire. Ouais, c'est ça. Il est tout. Mm. Voilà, on l'utilise pas forcément tout le temps, mais il est présent. On sait qu'on peut l'avoir sans aucun problème si on en a besoin. En tout cas, si je fais mon sac photo, c'est que je pars en vacances ou en déplacement, c'est le premier truc que je vais mettre dans mon sac, quoi. Combien ça vaut un GR3? 1000 €, je crois. 1050. 1050. 1050 et 1100 € le GR3X. Et pour terminer, dernière question, quelles seraient les évolutions souhaitées sur un potentiel GR4? Le retour du flash, Ouais, un retour de flash, ça serait pas mal, ouais. un mode haute définition, moi j'aimerais bien. Oui, c'est quelque chose qui. Je trouvais que ce serait intéressant. Et puis, ce serait déjà pas mal, en fait. Ça sert à rien d'apporter trop d'évolution. Ouais, je sais pas si ça Mais- serait possible d'avoir un écran orientable. Moi, j'aime bien aussi. Inclinable, ouais, le inclinable, point ouais. clé. En fait, c'est pourquoi. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à tout. Mais l'écran orientable pourrait permettre en fait des cadrages au ras du sol Bien sûr. ou au-dessus. Mais voilà. Mais après, je sais pas si c'est possible et tout, parce qu'on garde en fait cette philosophie. Bah oui, parce que je trouve que c'est d'écran. au contraire la force de. Mais j'ai longtemps milité pour ça sur plein d'appareils, mais autant c'est la force finalement de ce modèle qui dure depuis des années, c'est qu'on s'y est habitué Ouais. finalement à cette contrainte-là. Même moi, j'arrive à savoir à peu près comment Oui. je vais cadrer à main tendue avec un 28, grâce à ça finalement, sans même trop regarder ce que je vise. Donc c'est pas mal. Et non, sinon, ce qui serait sympa. GR4 tant qu'on y est, hein, j'aime bien les listes au Père Noël, d'imaginer une déclinaison en noir et blanc, un GR4 monochrome, en même temps qu'un GR4 classique, ce serait formidable. J'aimerais bien aussi un écran avec plus de définition et qui se voit vraiment, vraiment bien au soleil. Je pense qu'il faut arrêter, sinon la liste, elle va être... elle va s'allonger au Mais fur et à après, c'est mesure. valable pour beaucoup. Après, c'est Mais valable sans pour changer, non, sans changer, voilà, sans changer la carrosserie, Ah non, sans je changer change. la recette. Ils me le ressortent pareil avec 2-3 trucs en plus. Je cours avec, quoi. Je cours encore, quoi. Sans aucun problème. Allez, on va conclure le débrief sur ces mots. Merci beaucoup. On passe à la dernière partie de cette émission et on attaque le traditionnel quiz. Tommy, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Tommy, as-tu bien compris la consigne ? Oui, je le veux. Alors on y va et on commence avec une première question qui nous vient d'un dénommé Thibaut. Pourquoi le nom GR ? Grande randonnée. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, c'est vrai que c'est un appareil qui se prête très bien à la marche. J'avais lu moi, sur une brochure de Ricoh que ça venait tout simplement du mot photographeur, avec le GR qui était mis en exergue. Voilà, le GR de graffeur. C'est tout bête. Ok, moi je préfère grande randonnée. C'est plausible. Mais prenez ce que vous voulez. Hein. C'est comme GRiste en fait. On s'en fout. Ok. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Guillaume. Pourquoi Ricoh a supprimé le flash sur les GR3 ? Je pense que c'est une question en fait de matériel par rapport en fait au module Wi-Fi, je crois, et peut-être le stabilisateur, peut-être. Peut-être, et puis je pense qu'après, la raison qui a été donnée, je crois, à l'époque, c'est surtout que le capteur étant plus performant encore en haute sensibilité, et de moins en moins de personnes utilisant le flash, ça, c'est à vérifier parce que moi, j'en fais pas partie.
Ils ont pris cette décision très contestable à mon sens, mais voilà, c'est comme ça. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Béatrice. Est-ce qu'on pourrait imaginer un hybride Ricoh autour de la philosophie GR ou bien un GR plein format? Bah, forcément, le Graal en photo, ça reste le plein format. Donc, un GR plein format, on aurait forcément les yeux qui brillent. Pour ce qui est de l'hybride, ben, il y a le GXR, pardon, qui a été déjà fait. Donc, non, je pense pas. Le retour du GXR, ça serait stylé. Ouais, ou Pentax s'était lancé dans le K0. Il y avait eu les Q aussi, qui étaient des systèmes hybrides. C'était tout mini, c'était mortel. C'était tout ce petit. truc. Et ouais, ça avait C'était du des charme. capteurs 1 pouce, ça, c'est ça, je crois. Absolument. Peut-être un peu moins encore. Il faudrait vérifier, mais. De toutes les couleurs, c'est ça aussi, Mais ça, non? c'est Ouais, collector. ouais. Ça. Ah, faut que je m'en trouve un. Et Faut que je m'en trouve un. bah Il y en a voilà. un jaune qui est top. On va faire une demande groupée pour ton GR vert. Mais Ricoh, qui maintenant détient Pentax, pourrait tout à fait relancer ça. Mais bon, ils sont plus sur des marchés de niche maintenant. Ouais. Dernière question qui nous vient d'un dénommé Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux nous organiser un photo walk au Mans? Avec plaisir. Avec plaisir. La street photo, c'est partout. Comment ça marche alors, c'est les ça. photowalks? Alors, les photo walk, c'est principalement déjà une rencontre avec les gens et surtout leur permettre en fait de déambuler et de montrer un petit peu ce qu'on fait comme type d'image ou les aider à approfondir dans leur pratique de la photo. Parce qu'on a souvent beaucoup de questions sur des photos un peu généralistes par rapport à la photo et puis c'est surtout une rencontre. Et ça, c'est génial, quoi. On te contacte comment alors? Soit via Ricoh, soit sur Instagram, Tomikit for Yoshi, voilà, ou alors via peut-être vous, ça serait pas mal. Plaisir. Avec plaisir. Ça marche. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Même si je pense déjà connaître la réponse, Tommy, s'il devait qu'en rester qu'un. Le GR1 de 1996, le GR3 de 2018, le GR3X de 2021. GR3, à cause du 28 mm. Mais après, j'ai hâte d'utiliser GR3X parce que j'ai appris la photo avec le 40 mm. Et donc, ça serait vraiment un retour aux origines pour aller vers ça. Et donc, j'adore aussi cette focale. Mais le 28 mm reste une focale vraiment que j'adore et que je conseille à tous en fait d'essayer. Benjamin, tu resterais sur ce choix-là aussi? Non, moi, ce sera le GR4 de 2024, qui sera encore mieux, évidemment. GR4 Non, moi, ce serait le GR2. GR2 de 16 millions de pixels avec un flash, j'aimais beaucoup, mais avec une sortie USB-C, donc il n'existe pas. Et on conclut le quiz là-dessus. Merci beaucoup. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Tommy, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de cet appareil extraordinaire. On sent vraiment que tu l'as dans la peau, si on peut dire, ce Ricoh GR. Quelles sont tes actualités, Tommy? Déjà, en fait, l'actualité par rapport en fait, à Graines de photographe, c'est tout simplement en fait nos 12 ans. Voilà. Donc, je vous invite à venir me rencontrer ou tout simplement rencontrer l'équipe de Graines de photographe qui m'a permis aussi de rencontrer Elisabeth de Ricoh et qui a permis de commencer cette aventure avec le GR, de continuer l'aventure avec le GR. Sinon, de me suivre aussi avec les différentes actualités de mon collectif, du collectif Regard Croisé et Fragments. Voilà. Bon, écoute, merci d'être venu à nos micros et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et peut-être à très bientôt. Merci à tous. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au Ricoh GR. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une émission dédiée aux optiques avec l'ingénieur Timothée Cognard, avec qui nous essaierons d'expliquer tous les termes importants à connaître et comprendre quand on s'intéresse aux optiques. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos.
Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.